commence très fort. On est en 1919 à Boston. Il est un peu plus de midi, tout est calme, jusqu'à qu'une énorme cuve se mette à trembler. Dedans, il y a plus de 8 millions de litres de mélasse. Oui, 8 millions. La mélasse, si vous ne voyez pas trop ce que c'est, imaginez un sirop ultra épais, collant comme du goudron. Vous voyez le délire ? On s'en servait pour faire du rhum par exemple. Le problème, cette cuve était mal construite. Elle fuyait, elle grinçait. Et ce jour-là, avec la chaleur, la mélasse commence à fermenter. Le gaz monte, la pression explose et la cuve se désintègre. D'un coup, une vague brune de presque 6 mètres de haut se forme et fonce dans les rues à plus de 50 km/h. Une vraie vague, mais une vague de mélasse. Elle écrase tout, les maisons, les poteaux, les voitures et évidemment les passants, piégés dans cette masse collante. Et vous, honnêtement, vous auriez fait quoi en voyant un tsunami de sirop débouler sur vous ? Eh bien rien, vous ne pouvez rien faire. Quand tout se calme, le quartier est recouvert d'une couche de sirop tellement épaisse qu'on reste coincé dedans comme dans du ciment. Vous imaginez l'odeur, la scène, la panique ? Le bilan est terrible. 21 morts et plus de 150 blessés. Pour une vague de sirop, oui, c'est réel. Il faudra 6 mois pour tout nettoyer. Et pendant des années, les habitants juraient qu'en été, on sentait encore une odeur sucrée dans le coin. On reste dans le bizarre. Mais là, on part clairement un cran au-dessus. En 1876, dans un petit village du Kentucky, les habitants voient quelque chose tomber du ciel. Au début, ils pensent à de la grêle. Sauf que ce n'est pas de la glace. C'est de la viande. Des morceaux de viande qui tombent comme une averse. Certains font la taille d'un ongle, d'autres la taille d'un steak. Et ça dure plusieurs minutes. Et vous auriez réagi comment en voyant le ciel vous balancer un faux barbecue ? Imaginez la scène. Vous sortez acheter du pain et il se met à pleuvoir du bœuf. Les journaux deviennent fous. On parle de miracles, de punitions divines, de phénomènes atmosphériques inconnus. La version la plus crédible arrivera plus tard. Selon plusieurs biologistes, la viande venait probablement d'un groupe de vautours. Quand ces oiseaux sont effrayés, ils ont un réflexe charmant. Ils régurgitent tout ce qu'ils viennent de manger. En plein vol. Oui, vous avez bien entendu. Et comme les vautours volent en groupe, si l'un panique, tout le monde panique. Résultat, une pluie de viande parfaitement alignée dans le vent. Bref, ce n'est peut-être pas très glamour, mais la nature a clairement son sens de l'humour. Vous regarderez le ciel différemment maintenant. Bon, là, on passe à un autre niveau. Voici l'histoire de Michael Malloy, un homme que la mafia a essayé de tuer au moins 5 fois. Et qui à chaque fois allait mieux. On est à New York, dans les années 1930. Malloy est un sans-abri qui passe ses journées dans un petit bar. Un jour, le patron et 2 habitués ont une idée brillante. Ils prennent une assurance vie à son nom et décident de l'aider à partir naturellement. C'est beau l'amitié. Le plan ? Le laisser boire jusqu'à ce que son foie abandonne. Sauf que Malloy boit comme un puits sans fond. Il en demande encore, et il revient le lendemain en meilleure forme. Et vous auriez insisté après ça ? Ou abandonné ? Alors il passe à l'étape suivante. Il remplace l'alcool par de l'alcool industriel, du méthanol pur, littéralement du poison. Malloy le boit comme si c'était juste un cocktail un peu fort. Et il survit. Évidemment. Plan C, ils lui servent des huîtres trempées dans de l'alcool toxique. Aucune réaction. Plan D, des sardines pourries mélangées à du métal et du verre. Malloy mange tout et redemande du pain. Les criminels commencent à perdre patience. Ils tentent de l'écraser en voiture. Malloy finit à l'hôpital et s'en sort. Toujours vivant, toujours souriant. Finalement, après des mois de tentatives ratées, ils finissent par l'assassiner pour de vrai. Mais cette fois, la police trouve tout ça un peu trop suspect. Les assassins seront arrêtés et Michael Malloy restera dans l'histoire comme l'homme qui refusait absolument de mourir. Et honnêtement, il méritait son titre. Pour ce chapitre, on part au 19e siècle, à une époque où la chirurgie, c'était un peu comme jouer au poker, sans anesthésie, sans hygiène et avec des instruments qui ressemblaient plus à des outils de jardinage. Au milieu de tout ça, un chirurgien devient une légende, Robert Liston. Surnommé l'homme le plus rapide du bistouri.
On raconte qu'il pouvait amputer une jambe en moins de 30 secondes. Oui, 30 secondes. Le temps de dire « aïe » et c'est déjà fini. Et il fallait aller vite. Plus l'opération durait longtemps, plus le patient risquait infection, douleur atroce et de mourir sur la table. Vous auriez confiance, vous, en un chirurgien qui va plus vite qu'une pub YouTube ? Mais Liston n'était pas qu'un fou du scalpel. Il fera plus tard la première opération sous anesthésie en Europe et il inventera plusieurs instruments utilisés encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est resté célèbre. Un jour, il doit amputer la jambe d'un patient dans une salle bondée. Il commence à toute vitesse, comme d'habitude, mais en allant trop vite, il coupe aussi le doigt de son assistant qui était trop près. Et dans le même mouvement, il entaille le manteau d'un spectateur. Le pauvre croit qu'il vient de se faire poignarder et meurt de peur, littéralement. Le patient mourra d'infection, l'assistant aussi. Résultat, une seule opération, 3 morts. Le fameux taux de mortalité de 300%, le seul de toute l'histoire de la médecine. Comme quoi, même les plus grands ont parfois des journées vraiment très compliquées. Bon, là, on change totalement d'ambiance. On passe de la viande et du sirop à un village entier qui s'endort d'un coup. On est au Kazakhstan, en 2013, dans un petit endroit qui s'appelle Kalachi. Du jour au lendemain, des habitants commencent à tomber endormis. Au milieu de la rue, en classe, sur un vélo, bam, sommeil profond. Parfois pendant des heures, parfois pendant plusieurs jours. Et vous, vous auriez paniqué ou profité pour dormir 3 jours d'affilée ? Et ce n'est pas un cas isolé. Près d'1 habitant sur 10 va être touché, sans prévenir, sans explication. Certains se réveillent totalement désorientés, d'autres avec des hallucinations. Évidemment, le village panique, les médecins aussi. On parle de virus, de pollution, même de tests secrets du gouvernement. Mais aucune réponse. Il faudra des années avant qu'une théorie solide apparaisse. Kalachi se trouve juste à côté d'une ancienne mine d'uranium, abandonnée depuis les années 1990. Selon plusieurs analyses, la mine relâchait du monoxyde de carbone et d'autres gaz qui se glissaient dans les maisons lorsque les conditions météo changeaient. Résultat, un manque d'oxygène brutal. Le cerveau coupe le courant et les gens dorment. Encore et encore. Le phénomène finira par disparaître quand les autorités commenceront à évacuer les habitants et à isoler la zone vers 2015. Et aujourd'hui encore, on appelle ce mystère le village qui ne se réveillait plus. Vous voyez, même le sommeil peut devenir une histoire complètement folle. Ok, l'histoire suivante, si elle n'était pas parfaitement documentée, on aurait du mal à y croire. On parle de Tsutomu Yamaguchi, un ingénieur japonais qui en 1945 travaille en déplacement à Hiroshima. Le 6 août, il sort de son usine et voit un flash blanc dans le ciel, l'explosion de la première bombe atomique. Il est projeté, blessé, brûlé, mais il survit. Il passe la nuit dans un abri et le lendemain, malgré tout, il décide de rentrer chez lui, à Nagasaki. Vous feriez quoi, vous, si vous surviviez à une bombe atomique ? Je pense qu'on rentrerait tous chez nous, oui. Et là, 3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe atomique explose, dans sa propre ville. Et Yamaguchi survit encore. Il était même en train d'expliquer à son patron comment Hiroshima avait été détruite quand une nouvelle lumière blanche a rempli la pièce. Il souffrira donc de chocs, d'expositions répétées aux radiations et de blessures qui le suivront toute sa vie. Mais il vivra jusqu'à plus de 90 ans. C'est le seul homme officiellement reconnu comme survivant des 2 bombardements atomiques. Un destin absolument unique, à la fois tragique et incroyable. On passe maintenant à une histoire qui ressemble presque à une légende urbaine, sauf qu'elle est parfaitement réelle. En 1981, dans le métro parisien, un train de la ligne 2 arrive en station. Mais ne s'arrête pas. Il fonce, toute lumière éteinte, portes ouvertes, sans conducteur. Un train fantôme, littéralement. Les voyageurs qui attendent voient le wagon passer à toute vitesse et disparaître dans le tunnel. Et vous, franchement, si un train sans conducteur passait devant vous, vous resteriez calmement sur le quai ou vous courriez dans l'autre sens ? Personne ne comprend ce qui se passe. Très vite, la RATP s'affole. Un train qui roule tout seul, c'est le cauchemar absolu. On craint une collision, un déraillement ou un arrêt brutal dans un tunnel. Des équipes se lancent à sa poursuite, station après station, comme dans un film. Et le train continue sa course folle pendant plusieurs minutes. Finalement, il finit par ralentir de lui-même et s'arrête à la station suivante. Sans aucun blessé.
un miracle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'explication officielle, une défaillance électrique combinée à une erreur humaine qui a débloqué le système de traction au mauvais moment. En clair, une série de petites pannes improbables qui ont créé une situation totalement impossible. Encore aujourd'hui, on appelle cet incident le train fantôme de Paris. Et honnêtement, avec une bonne musique dramatique, ça ferait un excellent début de film. En 2009, l'armée américaine lance une expérience assez étrange. La DARPA, l'agence qui invente littéralement les technologies du futur, annonce qu'elle a caché 10 gros ballons rouges partout aux États-Unis. Et le défi est simple. Le premier groupe qui localise les 10 ballons gagne 40 000 $. Sauf qu'il y a un petit problème. Les ballons sont dispersés dans tout le pays, n'importe où, et il n'y a aucun indice. Et vous auriez commencé où? Texas? Alaska? Votre jardin? À l'époque, tout le monde se dit « ça va prendre des jours, peut-être des semaines ». Spoiler, Internet va humilier toutes les prévisions. C'est une petite équipe du MIT qui relève le défi. Et eux, ils ne cherchent même pas les ballons eux-mêmes. Non, ils utilisent la force des réseaux sociaux. Ils créent un système de récompense pyramidale. Tu trouves un ballon, tu gagnes de l'argent. Tu recrutes quelqu'un qui le trouve, tu gagnes aussi, et ainsi de suite. Résultat, des milliers de gens se mettent à chercher en même temps. Les photos arrivent, les confirmations aussi. Et les 10 ballons sont localisés en moins de 9 heures. 9 heures pour résoudre un défi national que personne ne pensait possible aussi vite. Avouez, vous pensiez pas que Facebook et Twitter serviraient un jour à ça? L'objectif de la DARPA? Tester la capacité d'Internet à résoudre des problèmes massifs en temps réel. Conclusion, lorsqu'un réseau de personnes est bien organisé, il peut accomplir des trucs vraiment impressionnants. Et honnêtement, pour une chasse au trésor version high-tech, Internet a fait un perfect. Avant de passer au dernier chapitre, on finit avec une anecdote maritime qui, honnêtement, sonne comme une légende de bar. On raconte qu'un jour, un navire en détresse aurait été sauvé par sa cargaison de pommes de terre. Oui, des patates, comme si le Seigneur des Anneaux avait rencontré Top Chef. L'histoire circule dans les cercles maritimes depuis des années. Un navire aurait heurté un récif, une brèche catastrophe dans la coque, et ce qui aurait arrêté l'eau aurait été des sacs de pommes de terre coincés comme un énorme bouchon comestible. Mais attention, malgré la popularité de cette anecdote, il n'existe aucune source historique fiable qui confirme que cela soit réellement arrivé. C'est une de ces histoires qui circulent souvent parmi les marins, comme celle du destroyer américain USS Obanon, où l'équipage aurait lancé des pommes de terre sur un sous-marin ennemi. Une anecdote reprise et déformée dans la tradition navale. Alors non, on ne peut pas affirmer que des pommes de terre aient sauvé un bateau, mais c'est une image tellement folle qu'elle mérite d'être racontée, juste pour le fun. Parce qu'après tout, dans le monde maritime, il y a parfois plus de mythes que de certitudes. Et pour finir, on va parler d'une catastrophe que personne n'aurait osé imaginer. Une inondation, pas d'eau, de bière. On est en 1814, à Londres, dans la Muse Brewery. À l'intérieur, une cuve gigantesque avec plus de 500 000 litres de bière brune. Oui, un demi-million de litres, rien que ça. Le rêve de certains pubs, le cauchemar de cette brasserie. La cuve est fragile, elle fissure, et avant que quelqu'un réalise ce qui se passe, elle explose. Et l'explosion entraîne toutes les cuves autour, effet domino. 1 million de litres de bière se libèrent d'un coup. Imaginez ouvrir votre porte d'entrée et voir une vague de bière foncer sur vous. Vous faites quoi? Vous courez? Vous vous servez un verre? Moi, j'hésite encore. La vague détruit des façades, renverse des chariots et envahit les caves des immeubles pauvres du quartier. Le pire, c'est que beaucoup de familles vivaient en sous-sol. Le mur de bière arrive trop vite, sans échappatoire. Bilan, 8 morts, dans l'une des catastrophes les plus absurdes de toute l'histoire de Londres. Les journaux parlent d'une mer brune, d'une odeur d'alcool qui flotte pendant des jours, et même de gens venus avec des seaux pour récupérer ce qu'ils pouvaient. Oui, tu imagines la scène. Aujourd'hui, la brasserie n'existe plus, mais l'inondation est restée dans les archives comme un événement tragique, et tellement improbable qu'on dirait l'apocalypse version pub londonien. Et voilà pour ces 10 histoires vraies, qui honnêtement auraient dû être des films. Si vous en voulez d'autres du même genre, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément à continuer la chaîne. Et ça vous évite d'en rater des aussi folles que celle-là.